sûr, avec Daniel Riolo, Roland Courbis, avec tous les téléspectateurs de BFM TV qui nous rejoignent à l'instant. Bonsoir à tous, messieurs. On l'a dit, on va parler du niveau de la Ligue 1 parce qu'aujourd'hui, on s'est ennuyé. Tu t'es ennuyé. Non, c'est pas ennuyé, on s'est même pas emmerdé, faut dire la vérité. Non, mais... Roland, la deuxième mi-temps des matchs de 19h, 0 but. Roland, quand j'ai dit ça il y a 15 jours, il était là. Que... Oh oui, mais t'exagères. Mais attendez, cette semaine, mais dans la journée, après cette coupure, c'est les matchs du dimanche après-midi à 17h qui vont être intéressants. Tout est à l'envers. Tu veux dire que c'est parce qu'il y en a 3 demain à 17h. Voilà, tu as tout compris. Et que donc, il n'y en aura que 2, on va s'ennuyer. On en parlera tout à l'heure, on essaiera de trouver quand même un semblant d'explication. Semblant d'explication, ça va pas changer, ça fait un petit moment que ça dure. On parlera de Marseille également. Oui, mais là, on touche le fond. Qu'est-ce que tu veux qu'on te dise que la plupart des entraîneurs viennent pour pas prendre de but et pour pas perdre. Garde tes arguments pour tout à l'heure. J'aimerais qu'on démarre sur le PSG, puisque c'est le match qui vient de se terminer. Oui. Le PSG l'emporte à Toulouse. On a vu des gestes techniques, là en l'occurrence dans cette équipe parisienne. On n'a pas vu une opposition très forte en face, faut dire la vérité, messieurs. Mais restons d'abord sur Paris. Paris ne prend pas de but. 7 matchs. Sans prendre de but. Paris gagne à nouveau. Et Paris ce soir est sur le podium, Roland. Oui, Paris avait terminé un petit peu avant cette trêve par un match nul à domicile contre Nice, mais c'était pas un mauvais match. Puisque Ospina avait fait 3-4 arrêts de grande classe. Et c'est vrai que on en parle depuis 2-3 jours de la possibilité que le Paris Saint-Germain puisse gagner à Toulouse. Ça a été fait. Donc ils ont raté le coche 2 fois à domicile contre Rennes, contre Nice. Là, ils ont cette possibilité à Toulouse. Alors, on dit contre un Toulouse moyen, oui, mais c'est toujours pareil. Un Toulouse moyen parce que Paris Saint-Germain fait un bon match aussi. Je crois que Comboiré, à la fin de la rencontre, a à peu près résumé ce qu'il faut penser de ce match. Il a dit on a fait une grosse performance collective et il a reconnu immédiatement qu'il manquait du monde à Toulouse. C'est vrai, c'est indéniable. Il n'y avait pas la défense centrale, notamment. Voilà, il te manque la charnière. Et de toute façon, Toulouse, vous remarquerez que l'année dernière, ils ont été longtemps privés de Seto. Ils l'avaient l'année où ils ont été bons. C'est quand même un joueur qui est important. Difficile à remplacer. C'est un bon joueur, un joueur intelligent, un joueur qui sait. Quoi. Il sent le foot. En août quand ils étaient leaders. Voilà. Non, c'est un joueur très important pour Toulouse. Ils ont pas la charnière. C'est sûr, il y a des absences à Toulouse et tu es obligé de le prendre en compte quand tu analyses la rencontre. Maintenant, tu peux aussi dire que Paris va bien et que c'est pas nouveau, que globalement, en dehors de cette terrible contre-performance à Sochaux où ils avaient été absolument catastrophiques, ils ont plutôt à chaque fois bien joué. C'était au minimum moyen et souvent bien. Donc c'est positif et d'ailleurs le classement reflète bien ces 9 premiers matchs qui sont plutôt positifs au Paris Saint-Germain. Et là ce soir en plus on a vu du jeu, tu as vu le superbe deuxième but. Le deuxième but est très beau. Le deuxième but est très beau. Ce qui est de bien aussi c'est que Erding, même en ratant pas mal de choses, réussit à marquer son deuxième but de la saison. Ça aussi c'est une bonne nouvelle. Et la réaction, Roland, parce que tu le notais, on regardait le match ensemble, la réaction sur le but d'Erding, souvent ça traduit un petit peu l'état d'esprit qu'il peut y avoir dans un groupe, mais ils sont tous venus, les joueurs. En premier, tu as déjà Waro, qui est son coéquipier d'à côté, avec qui il a une complémentarité. Vous vous enflammiez sur un truc comme ça. C'est important. Non, c'est important. La réaction, tous les pros te le diront. C'est normal. Non, c'est pas normal. Peut-être pas à ce point. Voilà, la réaction d'un banc quand il y a un but, quand tu en prends un, la réaction quand un attaquant marque et que tu sentais que ça était rongé par le doute. Tout le monde est venu, il était par terre, il avait un grand sourire. Non. Mais attends, ne doute pas, je te dis que c'est extrêmement important et Roland te le confirme. Non, c'est super important. Bon, moi, je vous avouerai que sur les célébrations de but. Mais c'est pas une célébration, c'est la façon dont les mecs viennent. Parce que tu sens que le mec est rongé par le doute depuis de longues semaines et que le groupe est très content pour lui. Ça, selon moi, ça illustre une grande solidarité de tout le groupe. Je trouve que je pense que c'est très important. Très important. Par contre, quand la Monténégrin se met en slip après avoir marqué un but, là. Là, je vois pas le rapport. Non, mais tu me cynique. Oui, mais d'accord. Enfin, et alors ? Je te dis, des fois, les célébrations de but, il se passe des trucs. Mais non, mais là, tu es en train de me parler de la façon dont le mec, c'est pas genre je mets le pouce comme ça ou je fais la trompette ou machin. Évidemment que les mecs viennent le féliciter et qu'ils savent qu'il a pas marqué depuis longtemps. Ils viennent tous et ils viennent d'une certaine façon. Le banc était content. Non, c'est pas anecdotique, j'ai bien. Philippe au 32-16 est avec nous, messieurs. Il est supporter parisien. Salut Philippe. Comment allez-vous ? Ça va et toi ? Salut Philippe, merci. Franchement, comment je peux aller mal, franchement ? Je sais pas moi.
Hein, comment je pourrais aller mal avec la victoire du PSG? Ah, ça suffit à faire. Tu t'es régalé? J'ai pas vu le match, hein. Je l'ai écouté à la radio sur votre Tu l'as antenne. vu à la radio? J'ai entendu, je l'ai vibré à la radio. Est-ce que quand tu écoutes le match à la radio, tes yeux sont rivés sur le poste ou tes yeux font autre chose? Non, mais c'est tout un ensemble, quoi. C'est mes yeux, c'est à chaque fois je regarde le placement, je regarde plein de choses en même temps, je regarde. Je peux pas vous dire, c'est une ambiance chez moi tout seul. Hein. Alors dis-moi, on parlait de la défense, on va développer ça pendant quelques minutes, la défense du Paris Saint-Germain. Ils ne prennent pas de but depuis une éternité maintenant. C'est dit 7 matchs toutes compétitions confondues. Avec une défense centrale composée de 2 gauchers, ce qui peut sembler anachronique, et avec un gardien dont on ne sait même pas vraiment si c'est lui. Alors, non, mais non. Attends, tu remarqueras que le PSG joue beaucoup mieux et notamment a trouvé une force défensive. Depuis qu'il y a cette nouvelle défense centrale. Depuis qu'on a mis cette charnière centrale, depuis aussi que malheureusement on s'est aperçu que Coupet était cuit et qu'il allait laisser sa place à un Eidel dont les progrès sont assez stupéfiants. Ce soir, il est fantastique. Parce que l'année dernière, c'est pas qu'une fois et dans un match quand on se moquait de lui qui passait au travers. Il y a eu des matchs où il était bidon. Là, il est énorme. Quand tu parles d'identité, on ne peut pas faire de jeu de mots, là, il est en train de trouver son identité dans le but de Paris Saint-Germain. Sur le coup franc de Machado, j'espère que c'est très fort les problèmes là de porter plainte, d'appel, de ci, de là, ça ne va pas le perturber. Si ça devait le perturber, ça l'aurait perturbé depuis un petit moment, Roland. J'espère. Philippe, on garde cette formule alors en défense. Écoutez, moi je vais vous dire une chose déjà. Je veux d'abord, je veux pas qu'on enfonce Greg Coupé comme ça, parce que c'est un garçon qui est charmant. Mais absolument personne l'a enfoncé. On a sans arrêt dit dans l'after à quel point c'était un type extraordinaire. C'est un type, moi perso, que j'adore et que lui-même se soit aperçu qu'il était cuit et qu'aujourd'hui il encourage Eidel et que probablement il le fait progresser. J'entends très mal. Il le fait progresser, en plus, il doit l'aider dans sa progression. Mais c'est un garçon qui est tellement gentil que j'ai vraiment pas envie de dire, même s'il a fait un match où il s'est pris 3 buts à Sochaux, où il a été... Ouais, mais alors, attends, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Si par exemple un gars il est mauvais, on dit qu'il est bon? Ouais. Non. Bon, mais il a été très bon, il est mauvais, quand il sera encore bon, on dira qu'il est bon. Non, mais il joue plus. C'est un gardien qui a été sélectionné en équipe de France, qui a fait quand même une grande carrière. Oui. Alors moi, il y a quelques jours, j'avais douté un peu de sa sincérité quand il avait dit, voilà. Non, mais c'était un super mec, en plus, ça oui. Qu'il saisisse sa chance. Peut-être que Coupé a été précurseur aussi, enfin visionnaire, en tous les cas, concernant les qualités d'Eidel, parce qu'il les a peut-être vus avant les autres. Il y a encore un mois et demi, on se posait des questions sérieuses sur Eidel. Évidemment. Non, mais le problème de Coupé, c'est cette blessure. Qui en plus, je me rappelle de l'image, ça fait vraiment la boue. Ça, c'est la blessure de trop. Et quand il part, il faut se rappeler sa fin de carrière. Il part à l'Atlético, il joue pas. Il revient, il fait quand même une assez bonne saison dans son retour. Et cette blessure-là, c'est la blessure de trop. Ah ouais. Derrière cette blessure, il n'est jamais revenu. J'ai sûrement raison. Bon, de toute façon, l'affaire maintenant est réglée. Eidel est là, Coupé va finir la saison. Et il a un super, on va dire, entraîneur privé. Finalement, parce que Coupé doit l'aider à se préparer, doit l'aider à aborder les matchs. Parce que franchement, Eidel, il est totalement transformé, le gars. Il dégage une confiance sur ses prises de balles, balles en l'air, l'arrêt et l'envolée qu'il fait sur le coup franc. Il dégage une confiance. L'année dernière, parfois, il était pathétique. Et même un match amical, rappelez-vous, un match amical contre le Sporting de Lisbonne. Sur le but qu'on prend, sur le premier but qu'on prend, le contrôle qu'il fait du pied où la balle lui rebondit dessus, enfin je sais pas comment il se débrouille, le pauvre. Et il prend le but. Non, mais ces derniers temps, il a fait un paquet de beaux arrêts. Précision que Coupé est en fin de contrat en juin, là, donc ça veut dire qu'en gros il va arrêter sa carrière. Si j'étais dirigeant parisien, je lui ferais immédiatement signer un contrat d'entraîneur des gardiens. Avoir un type comme lui. Plutôt entraîneur des gardiens que le garder comme deuxième gardien. Tu prendrais un jeune alors peut-être comme deuxième gardien? Tu me dis que son contrat... tu veux dire qu'il... Non, mais tu peux le prolonger en lui disant tu restes mais tu seras deuxième gardien. Enfin bon, en tout cas, je le garde parce qu'un type comme ça dans un groupe... Pardon? Qui est l'entraîneur des gardiens à Paris Saint-Germain? L'entraîneur des gardiens, c'est Bourges. Dehon qui est parti. C'est Bourges qui est parti à Marseille. C'est Gilles Bourges, son prénom. C'est Bourges en tout cas son nom, mais son prénom j'ai un doute, mais je pense que c'est Gilles. Et oui, quand un mec comme ça, tu l'as dans ton équipe avec l'expérience qu'il a, le vécu qu'il a, tu en tires forcément bénéfice. Alors, sortons du cas unique de Eidel pour parler un peu globalement du PSG, parce que maintenant, est-ce qu'on a l'impression, Philippe, on va prendre ton avis avant d'avoir su de Roland et de Daniel. Il y a un autre changement par rapport à l'année dernière qui est essentiel. Rappelle-toi le nombre de fois on a parlé de ce fameux 4-4-2 qui
pour moi, ne marchait pas et qui me semblait même un petit peu hors du temps. C'était absolument évident que dans ce système-là, tu ne pouvais pas avoir Makelele et Clément côte à côte, les fameux 2-6. Cette année, Comboiré l'a fait, c'est clair, c'est net. Ça n'a pas toujours super bien marché. Mais encore une fois, là, on est en train de parler après la 9e journée. Les résultats montrent qu'il y a un mieux plus que sensible. Chantôme est là, à côté, que ce soit de Makelele ou de Clément ce soir. On a toujours le 4-4-2. Exactement. Oui, mais tu as un joueur qui est différent, un joueur qui occupe le milieu de terrain. Il n'y a plus ce trou absolument énorme entre les deux qui étaient devant la défense et les autres. Alors évidemment, après, tu peux parler de Néné, de son apport technique, de sa faculté à garder le ballon, à accélérer, à distribuer, même à marquer. Mais ce duo devant la défense, tu as enfin un joueur qui est capable d'avancer avec le ballon, d'avancer par la passe, de regarder devant et pas seulement de regarder derrière lui. Mais sur le doute que j'ai de l'équilibre de Paris Saint-Germain, après 9 journées, je note un mieux, mais j'ai toujours un doute. Hein. C'est quoi ton doute ? C'est que cette équipe est très difficile à équilibrer avec ses 4 joueurs offensifs et ses 2 véritables numéro 9. C'est le système, un garçon comme Néné, ce soir, m'impressionne dans son replacement défensif. Et grâce à ce replacement défensif, il y a eu des interceptions. Un garçon comme Julie, je le trouve mieux qu'il y a 2 ans. C'est le monde, il faut que les mecs soient absolument au top parce qu'il y a vraiment 4 joueurs qui sont extrêmement offensifs. C'est presque un 4-2-4 en gros. Voilà. Un garçon comme Cessignon, pour moi, je ne mets pas encore une croix dessus. Ah, mais là, je suis assez indulgent. Roland, il faut qu'il la gagne sa place. Oui, mais Julie est très bon, Néné est exceptionnel. Les deux de devant, Comboiré a choisi de jouer avec ces deux-là. Et au milieu, Chantôme s'impose match après match et Makelele va récupérer sa place. Et c'est Makelele qui va tourner avec Clément maintenant. Mais c'est limite est très fragile, je trouve. Philippe, le 4-4-2, ça peut sur la durée marcher dans la configuration qu'expliquait Daniel, c'est-à-dire avec 2 joueurs au profil différent devant la défense ? Ouais, c'est possible. Moi, je crois qu'il y a un truc qui a fait quand même du bien à Paris cette année. Enfin, il y a pas mal de trucs qui ont fait du bien à Paris. Il y a 2 choses. Moi, il y a 2 éléments. Un en défense et un qui est, pour moi, à l'heure actuelle, l'une des meilleures recrues qu'on ait fait cette année, c'est Néné. Mais regardez, depuis qu'il y a Tiennet qui est arrivé en défense, il vaut ce qu'il vaut, il est ce qu'il est, mais ça bouge pas. Oui, enfin, c'est pas. Depuis qu'il y a Tiennet avec Armand et Jallet, ça ne bouge pas derrière. Non, mais tu vois, je sais pas si demain tu mets Serra à sa place, ça change quoi que ce soit. C'est pas non plus l'arrière gauche, tu vois, c'est pas Roberto Carlos, quoi. Alors que qu'il apporte quelque chose, oui, probablement. Ça a l'air d'être un mec qui a une attitude plutôt de vainqueur, assez positive, comme il dégage un truc, ok. Surnommé Chico. Mais tu vois, c'est pas lui, c'est pas lui qui va te faire la différence. La différence, elle est clairement dans le jeu offensif, dans ce qu'apporte Néné, dans ce milieu de terrain où Chantôme s'impose et vraiment parvient à orienter le jeu de l'équipe, et surtout à cette charnière centrale qui s'est enfin trouvée avec Sakho qui grandit match après match parce que à côté de lui on a l'impression qu'il a plus un trou et qu'il n'a pas à combler 2 postes en un, quoi. Il a quelqu'un à côté de lui maintenant, quoi. Voilà. Il y a une dimension énorme et ce qui est assez paradoxal, c'est que un monsieur comme Laurent Blanc qui est un super entraîneur de l'équipe de France, l'appelle 3, 4, 5, 6 fois là, il l'a jamais fait jouer. Alors, moi je redirais à Laurent Blanc, simplement, si tu le prends simplement pour le mettre sur le banc, laisse-le à Mais ça l'aide. Il fréquente d'autres joueurs, il fréquente un groupe international, ça lui donne de la confiance, c'est super important ça pour lui, c'est super important, c'est que du bonus ça. Un mot donc un peu plus en détail sur l'attaque, j'aimerais qu'on détaille vite fait Julie Cessignon et que vous vous positionniez chacun peut-être pour l'un ou pour l'autre et puis qu'on parle ensuite de Haro. Julie Cessignon, Roland, tu es entraîneur de PSG, tu mets qui ? Les 2. Donc tu changes le système ? Non, je fais 2 systèmes et dans un système il y a les 2 en même temps. Je ne me casse pas la tête à mettre ou Julie ou Cessignon. Non, je sors un des numéros là, je fais tourner. J'ai 5 joueurs pour 4 postes. Néné, excuse-moi, je le sors pas trop. Je le sors à la 75e minute quand je mène 3-0. Alors tu mets Cessignon derrière Herding ou derrière Waro ? Non, ou Julie plutôt.
Julie derrière. Derrière, ouais, en train de tourner sur le côté. Et permuter, ouais. Et c'est une de mes formules. Je ne joue pas systématiquement 90 minutes avec 2 numéros 9. J'ai mal à la tête avec 2 numéros 9 pendant 90 minutes, mais peut-être qu'avec 2 aspirines, ça va. Non, mais pourquoi pas. Daniel, Julie Cessignon, tu as un avis? Non, mais l'idée de Roland, elle est pas mal. Et il me semble qu'il y a 2 ans, si je me trompe, Julie était très bon en tournant autour d'Oaro avant qu'arrive Herding l'année d'après. Oui, c'est vrai. Il y a eu un petit coup de main. C'était la période la meilleure de Paris Saint-Germain, je crois. Il y a eu un moment où, effectivement, Julie était plus sur le côté et jouait en deuxième attaquant. Ça, il l'a même fait à la Roma. Vu la forme qu'il a actuellement, je pense qu'il peut le faire. Maintenant, si tu joues dans la configuration qu'on a là actuellement, non, Cessignon est sur le banc, c'est évident. Julie est très bon. Je suis assez d'accord. Julie est largement passé au-dessus. Julie est vraiment devant. Il est en pleine bourre. Cessignon est rentré d'ailleurs. Il est en pleine bourre. Cessignon, déjà, il faut qu'il place son short. Non, mais déjà, moi, rien que l'allure, je comprends pas. Le short au milieu des fesses, ça te plaît pas. Ça, c'est pas bon. Mais c'est la mode, les ados sont comme ça. Mais t'es sportif de haut niveau ou pas? Comment tu peux jouer avec le short au milieu du cul, quoi? Non, mais attends, je comprends pas. Mais que l'allure, tu as vu l'allure qu'il a quand il rentre? Il a le short, il descend au niveau des chaussettes. On voit même pas les genoux. Mais montre-le ton short. Comment tu vas pouvoir courir comme ça? Le mec, ça veut dire qu'il pense à l'allure qu'il va avoir plutôt qu'à son efficacité. Je pense que les shorts sont très grands. Mais quel short? Mais c'est pas que le short. Est-ce que les autres ont le short comme ça? Les autres, ils l'ont pas. Lui, c'est parce qu'il prend 2 tailles au-dessus. Va pas voir les matchs de basket, mon vieux. Mais qu'est-ce que j'en ai à cirer? On parle de foot, on parle de basket. D'accord, mais si tu vas voir les matchs de basket, mais au basket, les mecs courent pas. Si au basket tu courais, ça se saurait. Cours un peu quand même. Et ils ont les shorts en dessous du cul, en l'occurrence, là, tu vois, au basket. Tu cours au basket. Est-ce que tu cours pas au basket? Tu fais 4 pattes et de l'autre côté, qu'est-ce que tu racontes? Ou est-ce que tu cours au basket? Très bien, s'il y a des auditeurs basketteurs, appelez-nous. Les mecs, ils peuvent jouer tous les jours. Ça veut bien dire que. Tu cours, mais l'effort physique est pas du tout le même. Et au handball, tu cours pas, par exemple. Ça n'a rien à voir. Tu cours beaucoup plus de hand qu'au basket. Le terrain est juste un peu plus petit, le terrain de basket, que le terrain de hand. Tu cours plus. Attends, prends des statistiques, tu vas voir. En basket, au basket tu cours pas. Les débats là-dessus. Appelle Monclar, il va te l'expliquer. Jacques Monclar, exact. Didier est avec nous, les supporters toulousains, pour conclure sur ce match. Salut Didier. Ouais, bonsoir Roland, bonsoir Daniel. Salut Didier. Eh ben, un peu pas déçu parce que l'effectif est tellement décimé qu'on fait avec les moyens du bord, quoi. Et les moyens du bord, c'est-à-dire que les attaquants jouent derrière, quoi. Tabanou, arrière latéral, ça a été, je crois, l'un des meilleurs sur le terrain aujourd'hui encore. Et Daniel, de Capou, Étienne Capou, donc il descend d'un cran. Et bon, Dido absent, Congré, Cheto, Mbengue. C'est quoi, on n'a plus de banc et on n'a plus de joueurs, quoi. Donc à partir de là. Mais t'as plus qu'un attaquant parce que Santander s'est blessé avec la sélection paraguayenne, donc t'as plus que t'as fait. On a qui se fait siffler par le public. T'as Dido qui est pas là, t'as Seto qui est pas là, c'est vrai que bon. Non, mais en même temps, vous aviez démarré en total sur régime, quoi. Donc là, vous retrouvez votre place. Daniel, Taffer qui est un attaquant d'avenir. À venir, bon, je sais pas quel. Oui, si tu. Tu sais pas quand il va venir, quoi. Ouais. Voilà, enfin, il est jeune, il a 19 ans, quoi. Tu vois. Ouais, mais enfin, bon, puis le jeu de Toulouse favorise difficilement les attaquants. Non, mais bon, faire une passe, c'est. Celui qui manque peut-être, c'est Pentecôte. On prend 2 buts sur 2 fautes de passes directes, quoi. Une de Deveau qui fait une passe à Néné. Ah oui, il lui fait une belle passe, à Néné. Ah, il fait une belle passe. C'est sûr que donc, là, quand t'as plus le milieu, t'as plus l'équipe, quoi, en fait. La talonnade de Néné en pleine course. Bon, ok, au départ, il y a l'erreur de Deveau, mais. C'est vrai. La talonnade de Néné en pleine course, là, on est quand même dans le geste de grand joueur. Moi, j'ai bien peur que Toulouse rentre dans le rang, mon cher Didier. Forcément, mais tant que. Pour Didier. Ah, pour Didier. C'est normal. Ouais, forcément. Bon, Dido va revenir, mais bon, Fofana, il n'a pas récupéré. Hein. C'est pas le Fofana d'il y a 2 ans. Il joue à 50%, quoi. On l'a encore vu aujourd'hui. Déjà, contre Lille, il a énormément souffert, et encore aujourd'hui, il a beaucoup souffert, quoi. Non, on n'a pas de banc, quoi. On a vraiment un tout petit effet. Récupérer Gignac, parce que vu ce qu'il fait à l'OM. On va en parler. Non, critique pas Daniel, Gignac, t'inquiète pas, il va revenir, Gignac. Je sais pas où il est alors, parce que pour qu'il revienne, il y a de la route. Didier, merci à toi. On verra. Bonne soirée. J'ai quelques mails, messieurs, à vous lire concernant ce match du Paris Saint-Germain. Thierry, qui doit être supporter marseillais, nous dit « Ah, vous me faites bien rire. N'oubliez pas qu'à Paris, il y a le mois de novembre.
et qu'au mois de novembre à Paris, tout part en vrille. Et qui vient à Paris au mois de novembre? L'OM, nous dit Thierry. Donc, ça va, parce qu'il y a déjà eu la crise de fin août. Restez calme. La moitié de crise en septembre. Le réveil d'octobre. Il n'y a plus la place pour la crise de novembre. Il y a déjà tout eu, ça va aller. Florian nous dit maintenant, Edel, on va l'appeler Edel quand il est bon et Ambroise Eyadema quand il est pas bon. C'est vrai, c'est pas mal. Voilà, pas mal. Et puis Elodie qui est en colère. Elodie nous dit, il y en a marre, vous ne parlez que de Paris et de Marseille. Quand est-ce que vous allez parler de Bordeaux? Nous dit Elodie. Mais on va sinon, en parler, j'écoute autre chose. Je compte bien en parler de Bordeaux. On va en parler. On va même en parler. Surtout de Gentilgana que trop de gens ont voulu et de Diarra qui a été mettre sous exclu terre. ce soir et qui pourrait prendre très cher. Il a pété un plomb, le pauvre. Qui pourrait prendre une très longue Tigana, je suis bien content d'avoir souhaité son retour et de l'avoir soutenu. Je suis très content pour lui. Allô Diarra. Ouais. Bon, on va y revenir tout à l'heure. On pourra même l'entendre d'ailleurs. Ouais, pété un plomb. Il a poussé l'arbitre. Alors évidemment, quand on touche à l'arbitre, ça c'est. Ah, il peut prendre cher. Voilà, en général, c'est le capitaine de l'équipe de France.